Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin que vous éclairiez nos lanternes sur le plan sécuritaire parce que on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. On a assisté jeudi dernier à une sorte de véritable pic de violence avec 3 attentats dans divers endroits, à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Il y a la tension dans le sud du pays et ça s'est un peu calmé, peut-être à cause ou grâce au mauvais temps. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après la présentation du plan de paix de Donald Trump, eh bien, on s'achemine vers une escalade de la violence de la part des Palestiniens ? Écoutez, l'analyse ici des services de renseignement militaires israéliens, du Shabak, qui évidemment quadrille la Judée-Samarie est parfaitement informé de l'évolution de la situation, eh bien, c'est que il est tout à fait vraisemblable qu'on assiste dans les jours qui viennent à des attentats de type de ceux qu'on a assisté jeudi, par exemple, menés par ce qu'on appelle des loups solitaires, similaires en quelque sorte à ce qui nous a accompagnés pendant un an entre septembre 2015 et octobre 2016, cette fameuse intifada des couteaux avec des voitures béliers, des attaques à l'arme blanche et parfois à l'arme automatique, comme on a pu le voir jeudi après-midi au nord de la Samarie. Mais on est encore loin de l'intifada. Pour l'instant, malgré les appels à la fois du président palestinien Mahmoud Abbas et des factions armées à Gaza, Hamas en tête, Djihad islamique, et bien pour l'instant, ce soulèvement, si on peut appeler ainsi, palestinien, reste relativement limité, de relative faible ampleur, même si les points de friction se sont multipliés en fin de semaine, vendredi, et qu'ils ont été, vous avez raison de le souligner, atténués par le mauvais temps qui souvent ici joue en la faveur d'Israël. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher justement, on va dire, les Palestiniens d'aller plus loin dans les actes terroristes que ceux auxquels on a assisté en fin de semaine dernière ? Eh bien, d'abord, l'intérêt suprême de l'autorité palestinienne, même si Mahmoud Abbas tente de démontrer et de déclarer à chaque fois qu'il veut briser les règles, eh bien, c'est de préserver cette coopération sécuritaire avec Israël, de préserver son autorité, son pouvoir, qui, vous le savez, à tout moment peut être menacé par le Hamas, comme ça a été le cas dans la bande de Gaza en juin 2007, au moment de ce coup de force. Il faut rappeler qu'il y a des zones entières de l'autorité palestinienne où l'autorité des forces de sécurité palestiniennes est défiée. C'est le cas à Hébron, qui est considéré comme un fief du Hamas et d'autres mouvances islamistes. On pense aux camps de réfugiés qui sont aux alentours également de Hébron, comme Yatta, où il est très difficile pour la police palestinienne d'opérer. Et à tout moment, il existe donc ce risque de voir ces zones passer sous le contrôle du Hamas. Si demain, eh bien, le président de l'autorité palestinienne perdait le contrôle de la situation sur le terrain, donc il est dans cette espèce de jeu d'équilibriste un peu dangereux, où il essaye d'appeler ses troupes, entre guillemets, à se soulever, à marquer le coup par rapport à ce plan Trump, et de l'autre côté, ne pas aller trop loin non plus dans l'escalade pour ne pas y perdre la face. Alors, vous nous parlez du Hamas. On a effectivement le sentiment que le Hamas pourrait profiter de cette situation pour essayer de renforcer son pouvoir en Judée, en Samarie. Mais il y a de l'autre côté le Hamas de la bande de Gaza qui est en train apparemment de négocier une sorte de trêve avec l'État d'Israël via les Égyptiens. Comment on explique ce paradoxe ? Est-ce qu'il y a 2 Hamas aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui le Hamas... dont les dirigeants ont rendu visite à Mahmoud Abbas la semaine dernière dans un espèce de signe d'union sacrée, adressé à la garde d'Israël et des Américains, n'étaient que des imams qui sont certes qui ont leur notoriété dans les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, mais qui n'ont rien à voir avec la branche politique et militaire du Hamas à Gaza, même s'il y a des connexions, même si de temps en temps la branche militaire du Hamas tente d'activer ces mêmes réseaux en Judée et Samarie pour tenter de mettre au jour des attentats, mais à Gaza c'est évidemment un autre jeu qui se déroule, qui se joue sous nos yeux et qui n'a même aucun lien avec, et je dirais même qu'il n'a que faire du plan Trump, puisque Israéliens et membres et Hamas et avec évidemment l'intermédiaire de l'Égypte tentent depuis des mois maintenant, de longs mois même, d'obtenir un accord de cessez-le-feu.
mais qui apporte quelque chose à la population de Gaza et dont le Hamas pourrait sortir plus fort politiquement. Il cherche lui aussi à préserver son pouvoir dans la bande de Gaza. On le sait, il a été contesté ces derniers mois. Il y a eu des manifestations en sa défaveur menées par la population de Gaza. Et c'est la raison pour laquelle il y a une recrudescence de violence également en provenance de ce territoire, avec beaucoup plus de ballons incendiaires, des tirs de roquettes quasi quotidiens, ou du moins des alertes. Et pour l'instant, une absence du côté politique israélien, comme s'il était acté que ça n'irait pas plus loin, que de toute façon, l'aboutissement de tous ces cycles de violence qui sont insupportables pour la population du sud d'Israël, notamment en bordure de la bande de Gaza, eh bien, tout ça n'aboutirait de toute façon qu'à une trêve et que c'était le prix à payer en quelque sorte. Alors, la grande question que l'on se pose, parce qu'on est tout de même à 3 semaines des élections, c'est à qui profite ce regain de tension ? Est-ce que cela profite à la droite israélienne, à Netanyahou, à celui qui était considéré comme Monsieur Sécurité, ou bien, au contraire, ça peut profiter justement à un parti comme Bleu-Blanc qui est orné de ses 3 anciens chefs d'état-major ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce parti bleu-blanc, avec ses 3 chefs d'état-major, cherche à disputer à Benjamin Netanyahou ce statut de Monsieur Sécurité. Eux aussi prétendent pouvoir amener la sécurité et la stabilité à Israël, mais c'est tout à fait le discours de Netanyahou qui dit que ces 10 dernières années ont été les plus stables sur le plan sécuritaire pour Israël, malgré quelques escalades de violence dans différents fronts, à Gaza en particulier, mais qui ont été relativement bien contenus par l'armée, même si on reproche fréquemment à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir de ligne directrice claire, de ne pas avoir de politique, d'acheter du temps en quelque sorte, comme souvent lui reproche à Victor Lieberman. Alors tout le risque pour Benjamin Netanyahou, c'est évidemment, comme Mahmoud Abbas dans une moindre mesure en Judée-Samarie, eh bien que la situation échappe à ce contrôle et qu'un nouveau conflit de plus grande envergure éclate à Gaza en particulier. Et là, si Netanyahou doit se présenter aux électeurs dans quelques semaines, et le risque existe, eh bien qu'une escalade de grande ampleur se déroule, eh bien il aura à rendre des comptes à l'opinion, parce que on sait évidemment, et c'est la raison pour laquelle depuis tant d'années, désormais depuis l'opération Bordure Protectrice, l'état-major comme l'échelon politique israélien tente de repousser l'échéance, tente de repousser cette guerre qui menace à tout moment. C'est que eh bien ce conflit avec le Hamas, qui peut être également un conflit sur plusieurs fronts, est susceptible de paralyser le pays, d'infliger un lourd tribut à la fois à l'arrière-front et aux soldats. Je vous rappelle que l'opération Bordure Protectrice, qui s'est limitée à une incursion de 3 kilomètres dans l'enclave palestinienne, avait tout de même, c'était tout de même soldé par la mort de 70 militaires israéliens. Alors, je voudrais justement, à propos de l'armée israélienne et de la défense nationale, on a aux commandes aujourd'hui un ministre de la Défense qui s'appelle Naftali Bennett, qui n'a jamais caché, on va dire, sa pugnacité, sa volonté d'aller au combat face au Hamas en particulier, mais aux organisations terroristes en général. Et puis, il y a le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui lui aussi est considéré comme un général extrêmement musclé. Et pourtant, eh bien, on n'a pas le sentiment qu'il y a un changement d'approche au sein des forces israéliennes. Il y a toujours, comme vous le disiez aussi, cette volonté de ménager un peu tout le monde et essayer d'éviter justement qu'il y ait une escalade de la violence. Comment vous expliquez cela, ce contraste ? Il y a un décalage entre le discours, effectivement, qui est celui de Naftali Bennett, qui a été celui de Naftali Bennett avant même qu'il arrive à ce poste tant désiré de ministre de la Défense, et ce qui se passe sur le terrain. Bennett, qui la semaine dernière, pas plus tard que jeudi, déclarait à propos des ballons incendiaires, eh bien que il méritait la même réponse, la même punition que des tirs de roquettes sur le territoire israélien, et qu'il avait à cœur d'établir une nouvelle équation à l'égard du Hamas et à l'égard même de ces lanceurs de ballons, ce qui fait débat dans l'armée israélienne. On considère que la menace n'est pas si grave que ça, même si ces explosions terrorisent de plus en plus la population, et l'armée pourra désormais se réfugier derrière ce nouveau système d'interception à la fois de drones et de ballons incendiaires, qui, selon la police israélienne, puisqu'il est activé par les gardes-frontières depuis quelques jours désormais, aurait atteint des performances à hauteur de 90%,
des ballons lancés qui sont donc dirigés vers le territoire israélien. Toujours est-il qu'il y a ce décalage entre le discours et les actes, et ce décalage ne peut s'expliquer que par le fait que c'est certainement Benyamin Netanyahou qui, in fine, a les commandes, a le dernier mot sur la politique sécuritaire. C'est lui qui prend les décisions. C'est exactement ce qui se passait avec Moshe Ya'alon et qui, à un certain moment, conduit à une crise de confiance entre lui et Benyamin Netanyahou. C'est ce qui a poussé plus tard Lieberman à quitter le gouvernement, à claquer la porte du jour au lendemain après une escalade sans précédent contre le territoire israélien avec 500 roquettes contre les villes du sud du pays. Et pour l'instant, Naftali Bennett est en fonction. Il est encore fraîchement installé au poste du ministère de la Défense, mais on sent bien donc que ce décalage est dû à des dissensions entre lui et Benyamin Netanyahou, même si pour des raisons politiques, pour des raisons électorales, pour l'instant, Naftali Bennett fait plutôt profil bas et laisse à sa colistière, partenaire, Ayelet Shaked, le soin de temps en temps de montrer les dents et d'avoir un discours plus musclé, certainement pour faire pression justement sur Benyamin Netanyahou. Alors, pour résumer, on va dire votre appréciation, à court terme, il faut s'attendre à une poursuite de tentatives d'attentats au moins, mais à long terme, on ne peut pas parler d'un retour d'une forme d'intifada telle qu'on l'avait connue dans les années 2000, au début des années 2000, aussi peut-être parce que les Palestiniens n'en veulent pas aujourd'hui. Alors, si vous demandez à des politologues ou voire à des sondeurs palestiniens qui régulièrement publient leurs analyses dans la presse arabe, eh bien, certains vous diront que la vieille génération palestinienne, les Palestiniens qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, restent encore assez traumatisés par ce qui s'est passé pendant la seconde intifada, où je vous rappelle, les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne ont été réinvestis par les blindés israéliens. C'était un prix assez lourd à payer pour eux. Depuis, une certaine prospérité s'est réinstallée à la faveur de l'argent de l'aide américaine et européenne qui a permis une croissance, un début de croissance. En tout cas, vous allez aujourd'hui à Ramallah, la situation est bien différente qu'il y a 20 ans. Et puis vous avez, à côté de cette ancienne génération traumatisée, la jeunesse palestinienne, la nouvelle jeunesse palestinienne. Alors il y a toujours ces écorchés vifs, ces lanceurs de pierres que l'on voit de temps en temps se frictionner avec l'armée israélienne, mais globalement la jeunesse palestinienne est plutôt une jeunesse sans réelle illusion, qui a presque acté l'idée qu'il n'y aurait certainement pas d'État palestinien et qui mise davantage sur l'idée qu'un État binational, la solution à un seul État, leur permettra peut-être de revendiquer davantage de droits qu'à long terme à la faveur d'une démographie plus favorable aux Arabes et aux Palestiniens. Ils réussiront à prendre le dessus sur la population juive. C'est ce que disent les analystes israéliens, c'est ce que disent les sondages également qui sont de temps en temps qui apparaissent de temps en temps, y compris dans la presse palestinienne. C'est pour cette raison que le spectre d'une troisième intifada qui est souvent brandi par les responsables palestiniens a peu de chances en réalité de se concrétiser. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette tension qui règne en Israël, cette tension sécuritaire que l'on a bien palpée en fin de semaine dernière, que l'on espère se tasser un peu, peut-être effectivement, comme je le disais tout à l'heure, autour du mauvais temps. Mais vous dites que ce n'est que provisoire. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé à ce sujet. Bonne continuation, Shavuot Tov. Bonne semaine, Daniel. Shavuot Tov.